6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Une entreprise suisse spécialisée dans la création de livres, de jeux, de puzzles pour enfants et adultes. Leurs publications sont distribuées dans plusieurs pays d'Europe et même aux États-Unis avec deux mots d'ordre, créativité et enthousiasme. Helvétique propose des titres inspirants tels que Insectorama pour mieux comprendre le monde fascinant des insectes que nous avions présenté ici même dans l'émission il y a de ça quelques semaines et d'autres publications passionnantes que nous allons vous présenter ce matin avec Aude Pidou qui est avec nous, éditrice chez Helvétique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là pour démarrer la semaine avec nous. Merci de l'invitation. On va parler de plein de bouquins parce que ça n'arrête pas en ce moment. On reçoit plein de choses que vous faites paraître et que vous éditez chez Helvétique. Donc c'est bien, vous ne manquez pas d'inspiration en ce moment. Non, on ne manque ni d'inspiration ni de travail d'ailleurs. Alors, Insectorama, on en a parlé il y a quelques semaines, effectivement, avec la dessinatrice et la personne qui a mis en place et qui a créé ce bouquin. Vous, en tant qu'éditrice, quels sont les paramètres et quels sont les sujets que vous voulez absolument mettre en avant ? Dans un livre comme Insectorama ? Comme celui-ci, par exemple. Je pense qu'il faut vraiment que ça s'adresse à un public très large, donc là, à des enfants, mais l'idée, c'est de faire un livre pour enfants qui parle aussi aux adultes. Oui. En fait, tous nos livres pour enfants doivent avoir cette double audience, finalement. Mm-hmm. Et l'idée, là, c'est avec l'illustration, on peut montrer des choses qu'avec des photos, on verrait moins bien. Donc, on peut faire ressortir des détails. Oui. Et puis, le texte est simple, mais il raconte beaucoup de petites histoires qui intéressent, qui font entrer dans ce monde, dans la vie de ces insectes, et qui font qu'on se sent concerné, en fait, par leur... Vous savez quoi, ça marche. J'ai des enfants, ils ont le bouquin tout le temps dans les mains, et ils regardent les insectes, etc. Ils passent le temps à éplucher le bouquin, donc ça fonctionne. Je voulais quand même vous le dire, donc c'est très, très bien, et c'est plutôt sympa, et c'est créativité et enthousiasme, c'est un petit peu les mots d'ordre. Enthousiasme aussi, on a envie que ça fasse sortir les enfants. C'est pas juste un livre qu'on regarde dans son salon, mais on va le prendre dehors, regarder par terre, voir ce qu'on trouve comme insecte, et puis chercher dans le livre pour en apprendre plus sur ce qu'on voit. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous, Aude Pidou. Alors, il y a plein de bouquins. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a Absinthe aussi, et ça m'intéresse dans quelques instants. Donc, parler Via Ferrata, et encore un autre bouquin. On commence par lequel ? Parce qu'on a 1 heure ensemble. Vous voulez commencer par lequel ? Vous choisissez. On peut commencer par celui-là, le grand, l'histoire, c'est métiers. Très bien, très bien. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est ? Les métiers qui ont disparu, qui racontent notre histoire. Voilà, exactement. Donc, c'est une série, il y a une centaine de métiers qui sont présentés dans ce livre. Tous des métiers qui ont existé et qui, pour une raison ou une autre, ont disparu. Et en fait, c'est une merveilleuse manière d'entrer dans le quotidien des gens d'autrefois, parce qu'on se rend compte que ces métiers qui existaient, ils existaient pour une bonne raison, on en avait besoin. Et puis ensuite, la société a évolué, les techniques ont évolué, et on n'en a plus eu besoin. Et je trouve que ça tombe très bien là aujourd'hui avec ChatGPT, tout ça, tous ces... Intelligence artificielle. Intelligence artificielle, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Quels sont les métiers qui vont disparaître ? Comment est-ce qu'on travaillera demain ? Et ça montre en fait que c'est une évolution qui n'arrête jamais, quoi. On est à un nouveau stade, mais que toujours des métiers ont disparu, se sont créés, ont disparu à nouveau. Ouais. Et puis là, c'est vraiment plein de... C'est des métiers étonnants, quoi. Vous avez dû faire de vraies recherches pour tous ces métiers. A fait énormément de recherches. On voit là sur les pages de garde les différents métiers qui sont... Ouais. Et il y a des choses incroyables. Donc il y a des métiers drôles, par exemple, ermite d'ornement. Donc c'était les nobles anglais qui aimaient bien avoir des ermites dans leur jardin parce qu'ils trouvaient que ça faisait joli. Donc ils louaient les services d'un monsieur barbu comme ça qui vivait dans une fausse grotte pour amuser les visiteurs. C'est assez incroyable. Il y en a d'autres qui avaient des fonctions beaucoup plus pratiques, par exemple les porteurs de toilettes ambulantes. Donc quand il n'y avait pas de toilettes publiques, il y avait des gens qui portaient des seaux, et puis ils avaient un grand manteau. Les gens pouvaient s'agenouiller sur les seaux, on les entourait du manteau. Ouais. Et c'est comme ça qu'on faisait. Donc voilà, c'est vraiment... En fait, ça fait réfléchir à comment est-ce qu'on vivait autrefois et quels étaient les problèmes qu'il fallait résoudre par des métiers. Et des coutumes aussi, parce que là, je tombe... j'ai feuilleté le bouquin, évidemment, mais sur le 14e, parce qu'il ne fallait jamais être très à table, c'est ça ? Vous pouvez payer les services ou inviter quelqu'un. C'était son métier d'être le 14e. C'était son métier, ouais. Hallucinant, quand même. Il était
s'il avait un peu d'humour et de tchatch, c'était encore mieux, quoi. Bah oui. Ouais. C'est mieux qu'un dîner de con, quand même. Bon, alors ce bouquin, il est vachement sympa, puis c'est ludique parce que c'est un petit peu présenté sous forme en quelque sorte de BD, si on veut. Oui, au niveau c'est dessiné, c'est illustré. Dessiné. Les dessins sont très percutants, sont un peu presque un peu dérangeants des fois. C'est pas des jolis petits dessins mignons. Ça fait réagir quand on les voit. Moi, je le lis avec mon fils, puis il est assez fasciné par le caractère des personnages, par tout ce qui se passe et l'intensité du dessin. Drôle d'histoire, ces métiers, vraiment plutôt sympa. On les trouve où, en fait, les éditions helvétiques? Comment est-ce qu'on fait pour dans toutes les librairies, ou presque. Presque, toutes les bonnes. Dans toutes les bonnes librairies, sur notre site internet, sur Amazon aussi. Ouais. Donc normalement, vous nous trouvez partout. Et notre invitée ce matin, c'est Aude Pidou, éditrice chez Helvétique. On parle de plein de choses. On a parlé tout à l'heure de Drôle d'histoire, ces métiers, bouquin qui sort aux éditions Helvétique. On va parler d'Absinthe tout à l'heure. Je fais un peu de teasing avant de parler du bouquin dont on va parler dans quelques instants. Il y a aussi La Grande Peur dans la montagne et puis plein d'autres petites surprises. Ah aussi, Mangez vos doigts. Tiens, on va en parler tout à l'heure. Mais là maintenant, on parle de Via Ferrata. Via Ferrata, oui. Aude Pidou, racontez-nous. Alors, Via Ferrata, c'est un guide pour tout niveau qui présente 32 Via Ferrata en Suisse. Donc, ça part des Grisons, il y en a aux Grisons, dans le Tessin, en Valais, bien sûr, dans les Alpes bernoises, un peu partout. Et c'est 2 journalistes qui sont occupés, qui sont passionnés de montagne. Sébastien, lui, il est photo-reporter. Et il est aussi spécialisé dans les photos d'alpinisme et de montagne. Il a le vertige, mais il a réussi à maîtriser son vertige pour faire ce livre. Ouais. Et ils ont commencé, ils n'avaient jamais fait tellement de Via Ferrata, donc ils ont commencé par des vias assez simples, puis ils sont montés en difficulté au fur et à mesure. Et là, ça fait un livre qui peut parler à toute la famille, disons les enfants à partir de 8 ans, et puis ils doivent être assurés par leurs parents, bien sûr. Et avec des Via Ferrata de toutes difficultés, des courtes, des longues, des très raides, du surplomb et surtout de magnifiques paysages. Et pour chaque parcours, donc il présente les beaux moments, les moments plus difficiles et toujours le bon plan. Donc le petit resto, la petite cantine d'alpage, voilà, le joli coin pour faire le pique-nique. Ouais. Et donc c'est un livre très pratique, assez simple, facile à emporter dans le sac. Ouais. Avec de très belles photos qui font envie et un style voilà, c'est facile à lire et c'est bien structuré qu'on s'y retrouve. C'est très sympa parce que ça nous permet de découvrir ou redécouvrir notre pays d'une manière un petit peu différente. Et puis les Via Ferrata, c'est très tendance aussi en ce moment. C'est très tendance et puis ça permet vraiment d'aller à des endroits où l'être humain, outre quelques alpinistes chevronnés, ne pourrait pas aller, quoi. On monte au sommet de montagnes, de falaises. Ça donne accès à des coins extraordinaires et à des coups d'œil aussi, des points de vue magnifiques. Et c'est relativement facile, quoi. Tout le monde peut, pas tout le monde, disons, mais quiconque est un peu en forme c'est ça. Peut s'en sortir sans problème. L'équipement est minimal aussi, donc il faut un baudrier, 2 longes, des mousquetons. Il faut bien lire les explications pour savoir comment s'assurer correctement. Donc tout ça, c'est expliqué dans le livre. Et puis après, on peut partir. On commence par une facile, bien sûr. Et petit à petit, on peut découvrir toute la Suisse, toutes les Alpes grâce à ces Via Ferrata. Il y en a même une dans le Jura, je crois. Ouais, en tout cas, ça donne envie d'aller se balader en montagne, de prendre le bon air et puis effectivement, de pourquoi pas s'essayer, si c'est encore pas fait, à une Via Ferrata. En tous les cas, ce guide est très très sympa. 30 parcours au Perché en Suisse. C'est vraiment très très chouette. Il faut vous le procurer absolument si vous avez envie de découvrir un peu nos belles régions. Et c'est un petit peu la vocation d'Helvétique, à nous faire découvrir ce qui se passe chez nous. J'ai en mémoire un bouquin que vous aviez sorti il y a peut-être quelques années, Rando-Bière notamment, avec des mini-brasseries qui se trouvent un petit peu partout en Suisse. Et ça aussi, c'est l'occasion de mettre en avant le patrimoine, la culture, nos régions, nos savoir-faire. Ça, c'est un peu le mot d'ordre d'Helvétique. C'est ça, on essaye de faire découvrir, de faire voyager les gens chez eux, et puis en offrant toujours un petit twist, quelque chose qui rend la promenade un peu différente. Donc les Rando-Bières, il y a Rando-Bière en Suisse romande, en France, en Bretagne, à Paris, partout.
Pompidou. Et c'est l'idée de faire une chouette balade, ou des fois une vraie randonnée de 15 ou 18 km, et qui termine dans une brasserie artisanale. Donc après l'effort, à nouveau le réconfort, et on peut boire une bière, découvrir des produits locaux, parler l'idée c'est aussi de rencontrer des gens, donc de parler avec les brasseurs, de découvrir un peu leur vie, leur projet. Et ça permet de coupler différentes sources de plaisir entre la balade et la bière. Là, en l'occurrence, la balade, la randonnée, la Via Ferrata. Donc c'est chaque fois faire découvrir la Suisse avec un petit pas de côté. Et un petit plus. Créativité, enthousiasme, on y revient toujours, évidemment. Merci en tous les cas, Aude Pidou. Dans un instant, on va aller faire un petit tour dans le Val de Travers. Val de Travers. Dans le Val de Travers, avec Absinthe, la fameuse fée verte. On va en parler dans un instant, mais avant ça, je vous propose d'aller faire un petit tour dans les rues de Paris avec notre envoyé spécial Jérémy Amsala qui commence à se préparer pour partir du côté de Cannes, Festival de Cannes, qui se déroule tout bientôt, je vous le rappelle. Prochainement, il sera sur la Croisette de Cannes, mais pour l'heure, il est encore dans les rues de Paris, mais il parle déjà cinéma. Regardez, écoutez, 7h26. M, dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Quand vous pensez au Festival de Cannes, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Le cinéma. Bonne réponse. Voilà. Quand vous pensez au Festival de Cannes, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Des acteurs, des films, des tapis rouges, des escaliers. Quand vous pensez au Festival de Cannes, il y a un événement marquant. Je pense que c'est la remise des Césars. Oui, c'est ça que vous vouliez entendre ? Non, la remise des Césars, du coup... Au Festival de Cannes ? Maintenant, c'est au César. Ah bah oui. Vous êtes une star, vous-même. Je suis plutôt une icône. Il pourrait y avoir un biopic sur votre vie. Oui, beaucoup de choses à dire. Comment on fait la star ? En étant célèbre, Comment on devient célèbre ? en mettant en avant ses qualités. Vous auriez étoffe d'être un acteur. Je pense, ouais. C'est pourquoi vous pouvez être un bon acteur. Parce qu'on me dit souvent j'ai le charisme à Tom Cruise. En parlant de Tom Cruise, vous êtes au courant qu'il va se tourner son premier film sur Mars ? J'étais pas au courant, mais c'est une révolution. Moi franchement, c'est pas trop mon truc, Mars. Moi je préfère la Terre. Il va partir maintenant et il va arriver dans 30 ans. Ah bon ? C'est vrai ? C'est en partenariat avec Elon Musk, quoi. Bon. Vous avez combien de fois par mois au cinéma ? Jamais. J'y allais 3 fois par semaine. 3 fois par semaine ? 3 ou 4 fois, oui. Ah oui, je suis fanatique, j'étais fanatique. Vous avez connu des acteurs ? Ah, j'ai connu des metteurs en scène. Vous avez connu qui, par exemple ? Hitchcock, tous ces types, tu sais. Vous avez connu Hitchcock ? Oui, je suis serré la main. Il est sympa, Hitchcock. Oui, vous savez, je parlais pas anglais, alors... La vie, c'est un film ? En effet, ouais. Votre vie, c'est un film ? Ma vie actuellement ? Ouais, quand même. Votre vie est un film ? Pas spécialement, mais on est là. C'est-à-dire, on est là. On suit le film de notre vie. L'amour, c'est mieux en vrai ou au cinéma ? Non, en vrai, carrément, ouais. Ah non, c'est trop cliché. Nous, ce qu'on aime, c'est ce qui est trash, ce qui est moche. C'est ça l'amour. Jérémy Amsalag dans les rues de Paris. On le retrouvera bien sûr demain pour un nouvel épisode. En attendant, vous le retrouvez également sur le site mlemedia.ch en podcast. On parle des éditions Helvétique avec Aude Pidou qui est avec nous, éditrice chez Helvétique justement, et qui nous parle de plein de bouquins super intéressants. On parle de quoi ? De Absinthe ou on parle de Manger vos doigts ou on parle de quoi voulez-vous parler ? Absinthe, avec plaisir. Absinthe, on attend ça avec impatience. On va parler de cette fameuse fée verte, le voyage au pays de la fée verte. Qu'est-ce que c'est ce bouquin ? Parce que on a reçu tellement, d'un coup, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Alors j'ai parcouru, ça a l'air super intéressant. On découvre un petit peu l'origine de cette fée verte. Vous nous faites voyager un peu dans le temps aussi. Voilà, alors ce bouquin, il est assez différent de tous les autres livres qui ont pu être publiés sur l'absinthe, parce que c'était toujours des livres assez spécialisés. Ouais. Tandis que ce livre-là, il a été écrit par Tania Brasseur, qui n'y connaissait rien au départ. Donc quand je l'ai appelée pour faire ce livre, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « mais j'aime pas l'absinthe ». Et puis après elle m'a dit « mais je suis prête à apprendre à aimer ». Et c'est ce qu'elle a fait, donc elle part en voyage dans le Val de Travers et elle fait une vraie enquête. Donc elle va rencontrer des producteurs, des productrices, des cultivateurs et cultivatrices de la plante, des historiens, des gens qui ont vécu l'époque de la prohibition, des gens qui étaient distillateurs clandestins à cette époque-là. Et puis on apprend avec elle et ça donne un livre qui se lit facilement, donc qui ne demande pas une somme de connaissances préalables pour se plonger dedans et qui
qui donne vraiment une vision globale de l'absinthe. Ça part de la plante, donc on apprend comment la plante pousse, quelles sont ses particularités, aussi ses caractéristiques médicinales. Donc avec l'absinthe, on peut soigner, il y a une liste dans le livre, on peut soigner un nombre de maladies ou de maux. Voilà, c'est vraiment une pharmacopée incroyable. Oui. On parle bien entendu de l'histoire de la prohibition, mais de l'histoire avant. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi, comment le premier alcool d'absinthe a été inventé, créé au XVIIIe siècle, et puis comment petit à petit ça a pris, et c'est devenu la boisson favorite des soldats français à l'époque des colonies, donc ils en buvaient partout dans le monde. C'est ça aussi qui a créé le rituel de l'absinthe. Si vous voyez la fontaine, le sucre, et puis on verse comme ça l'eau de haut, en fait c'était inspiré par la cérémonie du thé à la menthe en Afrique du Nord, et c'est les soldats français qui ont ramené cette gestuelle, puis qui l'ont adapté en fait à l'absinthe. Donc en fait ce livre il fourmille de plein d'anecdotes, d'informations dont moi en tout cas j'en avais jamais entendu parler, parce que j'avais toujours cette image de l'absinthe comme un alcool très fort qui avait été interdit et qui rendait fou. Alors ça ne rend pas fou, on peut en boire sans crainte. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Sans modération ? Alors avec avec modération comme n'importe quel alcool, mais ça ne rend pas plus fou qu'un autre. C'est mythique tout ça. La molécule, il y a de la thuyone, prise à très forte dose, oui, ça a des effets sur le cerveau, mais ce qu'il y a dans l'alcool, c'est tellement peu finalement que ça... Voilà, c'est plus l'abus d'alcool qui est dangereux que l'abus de thuyone ou d'absinthe. Ouais. Et puis ça part donc, ce livre il part donc de l'histoire de ces 2 siècles et demi quoi, où l'absinthe a évolué aussi, les goûts aussi. Il y a eu le pastis qui a été inventé une fois que l'absinthe a été interdite. Et puis avec plus d'anis, donc ensuite les producteurs d'absinthe ont mis plus d'anis aussi dans leur absinthe, parce que l'absinthe c'est pas juste, c'est une plante, mais pour faire l'alcool, donc l'absinthe, c'est un mélange d'une quinzaine de plantes différentes qu'on distille. Et puis chaque producteur a ses petites recettes secrètes, donc ils mettent un peu plus de menthe, un peu plus d'anis, un peu plus de ceci ou de cela, et ça crée un alcool qui est en fait très très riche, avec une variété de goûts et de saveurs très grande. Donc c'est ça qu'on raconte avec de très belles photos de Tamara Berger, qui est une photographe qui vit au Val de Travers, donc elle a cette sensibilité vraiment pour sa région, et elle était très émue par tous ces gens qu'elle rencontrait. Elle connaît tout le monde, toutes les personnes. Enfin, elle connaît tout le monde au Val de Travers. Et puis de pouvoir les rendre en photo et puis les mettre dans le livre comme ça, c'était une démarche assez émotionnelle finalement vers l'absinthe, contrairement à d'autres livres qui ont pu être publiés qui sont beaucoup plus historiques, beaucoup plus scientifiques. Là, c'est vraiment l'autrice et la photographe qui sont allées et puis qui nous racontent leurs découvertes. En tout cas, c'est super intéressant. Absinthe, donc à découvrir aux éditions Helvétique. On a reçu quelques questions ce matin pour vous, ma chère Aude, au 079 121 9000 et via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Elsa, on t'écoute. On commence avec la première question de Cédric. À quoi ressemble une journée typique pour vous en tant qu'éditrice de livres ? Alors, une journée typique, il n'y en a pas. Disons qu'on imagine souvent qu'une éditrice de livres passe son temps à éditer des textes, donc à lire et puis à corriger des textes. Non, c'est pas ça du tout. C'est peut-être un 10% de mon temps. Le reste du temps, c'est imaginer des livres qu'on pourrait faire, trouver des auteurs, des autrices, des illustrateurs et illustratrices, puis essayer de monter des projets. Alors des fois, on nous propose des sujets de livres, et puis ensuite, il faut voir comment les diriger pour que ça rentre dans notre ligne éditoriale. Qui faire travailler dessus, parce que c'est vraiment il y a une grande équipe à Helvétique de graphistes, de responsables de production, d'éditeurs. Il y a les auteurs, les illustrateurs. Après, ça passe à l'imprimerie. Après, il faut vendre le livre. Donc, on a toujours tout ça en tête quand on travaille en tant qu'éditrice ou autre poste à Helvétique. Donc, moi, je dirais à quoi ça ressemble, c'est beaucoup de... Je coordonne beaucoup de choses, en fait. J'essaie de coordonner le travail des gens sur un livre pour donner un beau résultat à la fin. Et puis, bien entendu, il y a le côté
où il faut vérifier que c'est bien écrit, que la mise en page, qu'il n'y a pas de problème. Enfin, il y a tout ce côté un peu vérification. Mais je pense que c'est plutôt donner de l'enthousiasme et puis un peu coacher les gens qui travaillent sur le livre. C'est à ça que je passe beaucoup de mes journées. D'accord. Tu as la recherche d'idées aussi ? Oui, alors il y a la recherche d'idées, c'est une part importante, mais ça vient un peu tout seul, quoi, à force de rencontrer des tas de gens formidables, parce que c'est le côté que j'adore dans ce métier, c'est qu'on est tout le temps en contact avec des gens qui ont des tas d'expériences ou d'idées ou d'envie, et puis on parle et ça fait naître des idées de sujets de livres, et c'est le côté très enrichissant de ce travail. Aujourd'hui, le rapport avec le livre, les gens aiment le livre toujours. Vous qui êtes éditrice, vous avez un retour sur les ventes. Est-ce que les gens achètent encore les livres ? Est-ce qu'ils aiment avoir le document, le papier, l'objet, quoi. Nous, par exemple, on fait tous nos livres donc en papier. Certains, on les fait en digital, mais c'est très rare. Et c'est plutôt pour les livres pratiques, genre un guide, parce que les gens n'ont pas forcément envie de porter le livre dans leur sac. Mais les gens préfèrent acheter de vrais livres en papier. Oui. C'est encore très très fort. Et ça reste, oui. Et puis c'est des cadeaux aussi. Bien sûr. Ça marque des moments de la vie, quoi. Quand on a, je sais pas, là, un Sectorama, si vous l'avez reçu pour vos 8 ans ou 9 ans, vous vous en souviendrez. Parce que vous êtes allé dehors, vous avez regardé des insectes, et puis ça reste. Et je trouve que, oui, on publie énormément de livres actuellement. Je pense que plus de livres que n'ont jamais été publiés en ce moment. Alors, il y a de tout. Il y a des très bons livres, il y en a de moins bons. Mais c'est quelque chose qui reste important pour les gens. Et puis surtout que les livres, c'est pas que de la littérature. C'est ça. On a souvent l'idée de livres, c'est des romans, de la littérature. Mais c'est tout ce qui est des feuilles de papier reliées, c'est des livres. Et ça intéresse plein de personnes différentes. Plein de bouquins à découvrir ce matin avec Helvétique et Aude Bidou, éditrice chez Helvétique justement, qui nous a présenté l'Absinthe il y a quelques instants. Je vous remontrerai tout à l'heure et je vous en reparlerai, tous ces livres que l'on vous propose ce matin. Vous retrouvez tout ceci également, je vous le rappelle, sur le site mlemedia.ch. Allez, on va parler de Ramu autrement, en quelque sorte, si je puis dire, avec La Grande Peur dans la montagne. Quand je dis Ramu autrement, c'est que c'est du Ramu en bande dessinée, en quelque sorte. Oui, c'est du Ramu en bande dessinée. Donc c'est le 2e tome de notre trilogie de Ramu en bande dessinée. On a fait d'Herborance l'année passée et maintenant La Grande Peur dans la montagne. Et l'idée, c'est de proposer à de jeunes illustrateurs de s'approprier un texte de Ramu qu'ils ont pu choisir et d'essayer de le rendre en BD. Et ça... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, les deux, c'est Quentin Pochard, qui... c'est des gens qui n'ont pas lu Ramu plus que ça. C'était pas des passionnés de Ramu à la base. C'est ça. Et la plupart du temps, enfin lui et le précédent, ils ont découvert Ramu en se lançant dans ce projet. Donc ils ont un regard très neuf sur les histoires, sur Ramu, et un regard très original, et ils n'ont pas peur de se lancer. Alors que quelqu'un, je pense, qui aurait énormément de respect et puis d'admiration pour Ramu, aurait peur de trahir son œuvre. Non, là, ils prennent le livre, ils le lisent, ils le découpent pour en faire une bande dessinée, et ils le vivent et ils en rendent quelque chose c'est l'histoire, donc c'est la même histoire que les romans de Ramu, mais chacun y trouve quand même, il y a des questions de sensibilité, et puis l'un est touché par ceci plus que cela, et puis ça ressort dans la BD. Et donc là, Quentin Pochard, c'est sa première BD. Donc, il est illustrateur, il vit dans le canton de Neuchâtel. Très réussi, hein. Et c'était pour lui, alors ce qui était difficile au départ, c'était justement d'oser s'éloigner un petit peu du texte. Au départ, il était très très littéral, et puis on peut pas, là ça fait 128 pages, je crois, ou 136 peut-être. On peut pas en 136 pages résumer une telle histoire sans couper. Donc il y a des parties qu'il a fallu couper, on peut pas tout raconter. Puis c'est chaque fois des choix, et puis le choix aussi de mettre un peu plus de poids sur ce personnage-là ou sur ce personnage-là, qui rend... C'est du Ramu, mais c'est en même temps une œuvre nouvelle et originale. Et nous, notre envie, c'est que par ces BD, ça donne... Que les gens s'intéressent à nouveau à Ramu, parce qu'il a une œuvre phénoménale, il raconte des histoires incroyables. Et puis, il passe un petit peu... Dans les écoles, c'est la lecture obligatoire, dans le canton de Vaud, en tout cas. Ce qui fait que les enfants ont tendance à trouver ça un peu rébarbatif.
Mais on espère qu'en commençant par une BD, ça donne envie ensuite de s'intéresser au reste de l'œuvre. C'est un peu plus ludique et voilà, c'est plus facile. C'est plus vite lu aussi. Ouais, plus vite lu aussi. Il y a les images, ça évoque autre chose. Ouais. Découvrez Ramu de cette façon, La Grande Peur dans la montagne, aux éditions Helvétique, très très bien. Puisqu'on parle de Ramu, on est dans le canton de Vaud, ça tombe bien, on va parler du Manger Vaudois très rapidement, ce temps passe très très vite. Manger Vaudois, qu'est-ce que c'est ce Manger Vaudois? On parle du papé vaudois, j'imagine. Il y a du papé vaudois dedans, il y a de la fondue, mais il y a aussi plein d'autres choses. Donc on a 5 chefs, donc c'est David Moginier qui est journaliste culinaire assez connu dans le canton de Vaud, qui a sélectionné 5 chefs. Alors la sélection est très, très difficile à faire, qui nous présente 5 recettes chacune. Il y a des hommes et des femmes. Et l'idée c'est d'offrir dans ce livre un condensé de la cuisine vaudoise contemporaine. Donc c'est des gens qui cuisinent avec des produits locaux souvent, ou pas, ou des gens qui ont des influences d'ailleurs, des gens qui s'inspirent de la cuisine traditionnelle ou pas, mais qui montrent un peu la richesse de la gastronomie vaudoise actuellement. Le canton de Vaud, c'est extraordinaire parce qu'il y a la montagne, il y a le lac, il y a la campagne, on produit tout dans le canton de Vaud, presque. C'est pas de fruits exotiques, mais à part ça, il y a une très grande richesse d'aliments. Et donc c'est l'envie de, en 25 recettes, faire un petit condensé, un résumé de toute la richesse qu'on trouve dans le canton de Vaud en termes de nourriture et de gastronomie, parce qu'il y a aussi d'excellents restaurants dans le canton de Vaud. Donc là, c'est des recettes, des présentations de chefs et des bonnes adresses. On présente aussi 16 produits en indiquant où les trouver dans les meilleures boulangeries, les meilleures boucheries, etc. Manger Vaudois, des spécialistes, des lieux, des chefs, et c'est à découvrir absolument. Donc il est édité en français et en anglais. Alors vous l'avez fait en anglais aussi pour les personnes qui seraient là pour découvrir un peu la région, c'est ça? Pour les gens qui viennent en Suisse et qui ont envie d'en savoir plus sur leur canton d'adoption.